Donc c'est un grand plaisir maintenant d'introduire le professeur Karine Clément, qui est médecin nutritionniste, professeure et directrice de l'unité INSERM UMPC à l'ICANN à la Pitié-Salpêtrière. Et c'est particulièrement un plaisir pour moi parce que si je fais de la recherche, c'est en partie grâce à Karine. Quand j'étais jeune interne, elle m'a passionnée pour toutes ces réflexions autour des maladies métaboliques. Donc c'est un double plaisir de l'entendre aujourd'hui. Merci, merci Estelle. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait plaisir, mais en même temps, c'est un peu inquiétant. Ça montre que le temps passe. Donc, je vais vous parler, rebonjour, je vais vous parler de microbiote et d'obésité. Donc, le contexte a déjà été très bien introduit par les orateurs précédents. Juste quand même pour vous rappeler, et vous le savez tous, que l'obésité ne se résume pas à l'index de masse corporelle. Je pense qu'un congrès comme ici montre bien l'hétérogénéité des phénotypes et finalement les mécanismes multiples qui sont impliqués dans cette maladie complexe, qu'on peut vraiment voir comme une maladie d'organes et des systèmes. Et là aussi, vous le savez, quand on prend du poids, ça va modifier profondément la biologie du tissu graisseux, l'hypertrophie, l'augmentation de la taille des adipocytes. À ce titre, quand on a des gros adipocytes, ils sont pro-inflammatoires, résistants aux effets de l'insuline. Ça va modifier les fonctions endocrines, entraîner des altérations immuno-inflammatoires, des modifications vasculaires, des dysfonctions d'organelles et même de la fibrose dans le tissu adipeux. Donc tout ça va perturber les dialogues entre les organes. Et là aussi, on retrouve bien entendu le cerveau, le système cardiovasculaire, le foie. Et ce qui est un peu curieux, c'est que finalement, pendant des années, en tant que spécialiste de nutrition, on avait quand même assez négligé l'intestin, en tout cas le tractus digestif, qui est directement à l'interface entre nos changements environnementaux et notre biologie, et au travers de ce qu'on discute, donc l'intestin, le microbiote, bien sûr la fonction pancréatique. Et vous le savez, bien évidemment, il y a le rôle également de la génétique et de processus épigénétiques qui contribuent au développement de l'obésité. Et en fait, je reprends juste les informations sur les aspects inflammatoires, vous le savez, qui sont extrêmement importants, puisque en fait, dans le risque cardiovasculaire, on parle énormément de l'inflammation bas grade, et le tissu graisseux est à l'origine aussi de cette inflammation. Je vous ai parlé déjà de l'hypertrophie adipocytaire, des cellules inflammatoires, et vous voyez, ça, ce sont des macrophages qui sont en couronne autour de l'adipocyte, qui contribuent à la perturbation de la biologie adipocytaire, la fibrose et des altérations vasculaires, également avec de l'inflammation et de la sénescence. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est l'intestin, puisque effectivement, est-ce qu'il y a des modifications des processus inflammatoires dans l'intestin de personnes obèses? Et en fait, la réponse est oui, puisque en fait, on avait eu l'occasion au cours de la chirurgie bariatrique et en particulier du bypass gastrique d'avoir accès au jéjunum, qui, comme vous le savez, est la partie absorptive de l'intestin. Et donc, on voit que chez ces personnes obèses, on a une augmentation de la surface d'absorption. Il y a un remodelage extrêmement important de ce jéjunum avec, comme on le voit dans le foie, dans le tissu adipeux, et même dans le muscle, ou remodelage dans la plaque vasculaire, des modifications importante des cellules immuno-inflammatoires, avec notamment au niveau de l'épithélium intestinal l'accumulation de lymphocytes qui s'appellent des lymphocytes CD8 alpha-bêta. Et en fait, ce que nous avions montré, ce sont les relations entre l'accumulation de ces cellules immuno-inflammatoires et les complications associées à l'obésité, donc modification de maladies hépatiques, aussi association avec la dyslipidémie. Et puis, on voit également une modification de la fonction de l'intestin et en particulier de la réponse au glucose. En fait, l'intestin peut lui-même devenir résistant aux effets de l'insuline. Donc l'intestin est aussi pro-inflammatoire. L'autre point, c'est que là aussi, quand vous suivez des patients obèses ou en surpoids, vous savez qu'il y a des trajectoires bien différentes. Finalement, on voit des pertes de poids, des reprises, jusqu'à des phénomènes de chronicisation. Et finalement, ce qui caractérise ces personnes obèses avec le temps, si on raisonne juste sur le bilan d'énergie, on ne comprend pas très bien. Et ce qui les caractérise, c'est vraiment une résistance à la perte de poids et une facilité accrue à la reprise. Donc les questions qu'on peut se poser sont les mécanismes de l'inflation de masse grasse. Pourquoi finalement il est si facile de prendre du poids et si difficile d'en perdre, et pourquoi certains patients développent des complications et d'autres pas. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut voir l'obésité comme une pathologie multiple d'organes dans lequel finalement l'intestin et le microbiote est un acteur de ces modifications.
Alors effectivement, le rôle du microbiote, donc il y a un article assez intéressant de Max Neudrop qui vit aux Pays-Bas, qui regarde le rôle du microbiote et qui dit, ben voilà, c'est pas un scoop. Déjà depuis longtemps, on savait que le microbiote est important puisque les Chinois au IVe siècle donnaient la yellow soup quand on était malade. Et qu'est-ce que la yellow soup? C'est une décoction de sel qui était donnée à ces personnes malades. Donc ça fait un peu froid dans le dos, mais ensuite, au XVIIe siècle, un autre chercheur des Pays-Bas va développer le microscope et dire, ben voilà, l'homme n'est pas seul. Il existe des bactéries, d'autres individus, en fait, et il a appelé ça les animalcules, et donc il a développé les microscopes pour les voir. Et puis, il a fallu attendre bien longtemps pour, effectivement, et en particulier, Olivier l'a dit, avec les techniques de séquençage, pouvoir accéder, en fait, à ces microbes, et donc cette flore commensale, grâce aux techniques de séquençage vers 2010-2011. Et puis ensuite, c'est là qu'on commence à voir les modifications du microbiote intestinal et puis également le rôle des expériences de transfert. Alors, Jacques Ammar en a parlé. En fait, effectivement, ce qu'il vous a mentionné, c'est cet article important qui, lorsqu'on transfère du microbiote des microbiotes de souris obèses à des souris non obèses, il y a le développement d'une prise de poids. Mais je voudrais insister sur cet autre article qui est un transfert d'homme à souris, extrêmement intéressant. Donc, comme attendu, c'est ce qui avait été vu chez les souris précédemment, des jumeaux dont un est obèse et l'autre ne l'est pas, transfert de microbiote chez des souris sans germes. Bon, comme on pouvait s'y attendre, les souris rouges ici, c'est pas la souris verte, mais les souris rouges ici qui ont reçu le microbiote du jumeau obèse va développer une obésité, et la bleue ici ne va pas développer d'obésité. Mais la bonne idée de cet article a été de mettre ensemble la souris rouge et la souris bleue. Qu'est-ce qui s'est passé? La souris rouge qui est devenue obèse va améliorer sa condition inflammatoire et métabolique. Mais ça marche que dans une condition importante, qui est le régime, puisque effectivement, si on nourrit ces animaux avec un régime riche en graisse, pauvre en fibres, on ne va pas voir les effets du transfert de microbiote. Donc ça, c'est une étude vraiment intéressante qui montre l'interaction non seulement avec la condition alimentaire, mais aussi le transfert de microbiote, en tout cas dans le contexte de l'obésité. Alors, là aussi, ça a été signalé dans le topo précédent, ce qui est également discuté, c'est la contribution de l'inflammation, et je ne vais pas revenir trop dessus, mais notamment le rôle du LPS, ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique, qui peut expliquer au moins en partie ce dont je vous parlais dans l'introduction, qui est finalement cette inflammation tissulaire avec l'accumulation de cellules inflammatoires. Il y a des macrophages, mais aussi des lymphocytes, les modifications des fonctions hépatiques, avec également l'inflammation, insulinorésistance, et également les fonctions musculaires. Et je vais passer sur le cœur, puisqu'on l'a évoqué précédemment. Donc on est dans un contexte dans lequel on peut accéder à l'étude du microbiote, et il y a énormément d'études aujourd'hui qui montrent bien évidemment l'influence de facteurs environnementaux, alimentaires, l'exposition aussi à des microbes, le rôle de médicaments, on en a parlé dans la discussion, mais également l'influence de notre propre génétique. Ce qui a été montré, c'est que lorsqu'on regarde le génome humain et également le microbiote, il y a de grandes études aujourd'hui, en particulier en Angleterre, certaines bactéries sont sous le contrôle de nos facteurs génétiques. Donc, ayant accès au microbiote, on peut le regarder dans plusieurs pathologies et en particulier dans l'obésité. Là aussi, les concepts sont maintenant bien définis, même si on ne connaît pas tout. On fait ces observations chez l'homme, modification de la composition, de la richesse et rôle de certaines bactéries spécifiques qui vont donc produire un certain nombre de facteurs, des métabolites, on a évoqué le TMA, le TMAO, certains composants, les LPS, qui conféreraient un risque cardiovasculaire. Alors, ce qui est également discuté, c'est la possibilité d'une augmentation de la perméabilité intestinale, mais là aussi, chez l'homme, il faut encore pas mal d'études pour bien identifier cette augmentation de la perméabilité, et finalement, il y a un peu une controverse aujourd'hui dans la littérature. Je vais revenir sur la notion de la richesse. En fait, ça, c'est ce que nous avions fait dans le cadre du consortium européen Métaït et dans le cadre d'une étude menée à Paris. En fait, on savait déjà que lorsqu'on devient obèse, il existe une perte de richesse du microbiote
Et comment on la détermine? En fait, par le comptage de gènes. Donc Olivier vous a dit, voilà, on séquence les gènes, et puis on a accès en fait à ces bouts de séquence comme on va aligner, comme dans le séquençage du génome humain. Et en fait, on a vu qu'effectivement, une fraction des populations obèses avait une diminution de ce comptage de gènes. Et donc, on a appelé ça une baisse de la diversité qui était associée, lorsqu'on comparait des gens avec finalement un fort comptage de gènes et un faible comptage de gènes, c'était associé avec une augmentation de l'adiposité totale, une augmentation de la résistance à l'insuline, des stigmates de dyslipidémie, et là encore, des modifications inflammatoires à la fois dans le sang et dans le tissu adipeux. Mais ce n'était pas tout, puisqu'en fait, lorsqu'on regarde ces comptages de gènes, on peut aussi voir des bactéries qui vont être enrichies ou perdues. Et donc, lorsque de la même façon on comparait des gens avec un microbiote riche ou pauvre, on voyait qu'il y avait chez ceux avec un microbiote pauvre l'augmentation de bactéries avec des propriétés plutôt pro-inflammatoires et ensuite une baisse de bactéries avec des propriétés plutôt anti-inflammatoires. Est-ce qu'on peut corriger ça ? Oui, c'est ce que nous avions fait dans une étude d'intervention, mais j'y reviendrai dans le topo d'après. C'est que, effectivement, quand on prenait les personnes qui avaient finalement un microbiote pauvre, ici l'autre gene compte, on leur soumettait une diététique, une restriction alimentaire, mais dans laquelle on avait enrichi l'alimentation en fibres, on augmentait de 30% la richesse du microbiote. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et l'autre point, c'est que dans une étude également de suivi chez des Danois, les sujets qui avaient un faible comptage de gènes prenaient plus de poids sur une période de suivi de 9 ans. Donc ça montre bien l'importance de la diversité du microbiote dans les pathologies métaboliques, l'obésité, mais aussi les complications associées. L'autre point, c'est la question que vous pourriez poser, mais en me disant, finalement, j'ai commencé le topo en disant, l'obésité, c'est hétérogène. Il y a différents types d'obésité et également, il y a des formes plus ou moins sévères. Donc la question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans les obésités très sévères? Finalement, ces patients candidats à la chirurgie bariatrique. Donc ça, ce sont des données non publiées. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde ces patients sévèrement obèses, donc candidats à la chirurgie de l'obésité, ce n'est pas 20 ou 40% de personnes qui ont un effondrement de la diversité du microbiote, c'est 75%. Et même dans notre étude, plus de 80% des patients qui étaient candidats au bypass, on avait comparé des personnes entrant dans le programme sleeve et anneau et des personnes avec le bypass, 75% de ces personnes ont un effondrement, sont dans le groupe low gene count, donc ont un effondrement de la richesse du microbiote. Et comme on l'avait vu chez des personnes moins obèses, on voit une relation avec l'augmentation des triglycérides, l'insulinorésistance et l'inflammation systémique et tissulaire. Et également, là encore, des modifications de la composition corporelle avec l'augmentation de la graisse dans le tronc, l'augmentation de la fréquence des personnes diabétiques de type 2 dans ce groupe, plus d'hypertendus et plus de personnes ayant une augmentation d'apnée du sommeil à index de masse corporelle égal. Et ça, je pense que c'est important, c'est que là encore, il semble que ces changements de la diversité soient finalement plus associés à l'augmentation des facteurs de risque cardiométaboliques. Je vais passer sur les TMAO, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, qui est un des métabolites, pour également juste discuter un tout petit peu de quelques vedettes bactériennes stars. Alors en ce moment, il y en a plusieurs, mais il y en a une en ce moment qui est Akkermansia mucinifila. Et donc un collègue en Belgique, Patrice Cagny, avait montré qu'Akkermansia mucinifila était intéressante, puisque lorsqu'on l'a donnée vivantes à des souris obèses ou avec du diabète de type 2, elles avaient une amélioration de leur profil métabolique. En fait, c'est juste ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'on donne, alors si le pointeur, voilà, on donne Akkermansia donc à des souris sous le régime gras, et vous voyez qu'elles diminuent leur masse grasse et elles améliorent en fait leur glycémie. Alors de la même façon, on avait regardé chez l'homme. Et comme on avait vu des personnes avec une forte diversité, forte richesse du microbiote et une faible richesse, on observe qu'il y a des personnes avec beaucoup d'Akkermansia mucinifila et d'autres avec moins d'Akkermansia mucinifila. Et donc ces personnes avec moins d'Akkermansia mucinifila ont encore une fois une augmentation du risque cardiométabolique, avec, vous le voyez ici, une augmentation du rapport taille sur hanche, de la même façon des adipocytes plus gros, j'en ai parlé tout à l'heure, des perturbations hépatiques et également des stigmates d'insulinorésistance.
si on combine la présence d'Akkermansia mucinifila et la diversité, finalement, ceux qui ont le meilleur profil métabolique sont ceux qui combinent beaucoup d'Akkermansia et une richesse du microbiote. Comme on le voit ici, il y a une baisse de la graisse androïde, une diminution du glucose et des triglycérides. Donc, ce type de bactéries, finalement, ce qui est discuté, c'est leur rôle dans la barrière digestive, avec un effet sur l'amélioration également hépatique et inflammatoire, l'amélioration de la résistance à l'insuline, du niveau d'inflammation et diabète de type 2. Et je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y a un travail montrant également l'intérêt d'Akkermansia mucinifila sur la réduction de la plaque athéromateuse. Voilà, donc on arrive à la conclusion. Donc finalement, chez des personnes obèses, on fait des observations et parmi en fait, les changements qui sont observés, il existe des modifications de la diversité, c'est ce qu'on voit dans pas mal de pathologies, avec une fraction de la population, avec un faible comptage de gènes. Il existe également des possibilités d'explorer les capacités prédictives. On a évoqué tout à l'heure la réponse aux médicaments qui peut également être différente en fonction du profil du microbiote, et je reviendrai tout à l'heure sur les traitements. Juste en conclusion, pour vous dire qu'aujourd'hui, on est capable, par les techniques de séquençage, de repérer par des marqueurs ces gens à faible et forte diversité, et on espère pouvoir développer assez rapidement ces tests maintenant. Voilà, je vous remercie, et juste pour... Merci beaucoup, Karine, pour ce topo toujours très clair. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui, j'allais en parler tout à l'heure. En fait, il y a un essai aujourd'hui en Belgique où là, il termine les inclusions cette année. Et donc, effectivement, pour regarder l'effet... C'était une bactérie compliquée parce qu'il fallait l'isoler et bien sûr ensuite pouvoir la donner à des personnes. Mais aujourd'hui, il y a un essai en Belgique où on donne effectivement Akkermansia mucinifila à des gens en surpoids et intolérants au glucose. On va voir les résultats de l'essai. Moi, ce que je pense... je ne connais pas les résultats puisque ça démarre, mais je pense qu'une seule bactérie, alors on appelle ça des probiotiques de 3e génération, je pense qu'une seule bactérie ne suffira pas. Et ce que je vous ai montré, c'est vraiment l'interaction entre les quantités d'une espèce particulière et l'écosystème global. Donc on peut imaginer dans le futur plutôt des approches combinées plutôt qu'une seule bactérie, mais bon, on va voir les résultats de l'essai. Est-ce que les résultats sont les mêmes en fonction des populations ? Est-ce qu'on peut imaginer avoir des variations du microbiote différentes ici à La Réunion, ou à Maurice, où on a des populations quand même qui sont d'origine différente que les populations européennes, métropolitaines par exemple ? Moi, je suis persuadée que les types d'alimentation, les cultures alimentaires vont donner des profils différents. Et ce serait d'ailleurs extrêmement intéressant de comparer certains, puisque la richesse de La Réunion, c'est aussi d'avoir des cultures culinaires extrêmement différentes. Et effectivement, en fonction du mode alimentaire, on peut imaginer des profils différents. Je n'ai pas abordé la question des entérotypes, qui sont l'enrichissement de certains groupes bactériens ou la perte de certains groupes bactériens, mais c'est clair qu'il y a une interaction très forte avec les modes alimentaires. Dans les maladies métaboliques, en revanche, je pense que ces observations de perte de diversité, si elles sont réelles et importantes, devraient se retrouver dans différents groupes. Mais bon, il faut le démontrer. En fait, qu'est-ce qui est responsable de cette perte de diversité ? C'est quelque chose qui est inné ou où il y a un facteur gâchette qui modifie la flore et sa diversité ? Bon, il y a sûrement beaucoup de choses. Alors, il y a une étude américaine, il y a déjà quelques années, qui avait montré que lorsqu'on suivait des enfants, et on comparait ces enfants à des enfants américains, des enfants africains, bien sûr pas dans des pays d'Afrique où il y a une dénutrition. En fait, les enfants américains avaient très tôt, dès l'âge de 3 ans, une perte de la diversité. Et donc, ce qui était évoqué parmi les causes possibles, c'est le mode de naissance, césarienne, voix basse. La césarienne, il y a des données qui montrent qu'il y a une réduction de la diversité. L'utilisation répétée extrêmement importante d'antibiotiques. Et ça, les premières années de vie sont les années de l'implantation du microbiote intestinal et donc sont assez clés.
certains médicaments peuvent jouer, les modifications environnementales, la pollution. Et l'allaitement, est-ce qu'on a des informations? Alors l'allaitement, là aussi, il y a des informations, puisque effectivement, il y a des changements, pas tellement dans la diversité pour le coup, mais plus sur l'enrichissement ou la perte de certains groupes bactériens. Donc il y a beaucoup de raisons finalement pour modifier cette diversité. Les facteurs alimentaires sont bien sûr très importants. Donc, ah non. Oui, non, ma question portait justement sur les conditions de l'enfance et les conditions alimentaires de l'enfance. Donc je viens d'avoir la réponse, merci. Ce qui a été montré, c'est l'hypothèse de Jean-François Bach, qui est un chercheur connu, très très connu en immunologie, c'est cette hypothèse hygiénique. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on a vécu une période de maladies infectieuses où il fallait lutter contre les maladies infectieuses et l'antibiothérapie était bienvenue, bien évidemment, pour lutter contre les maladies infectieuses. Et donc, on a basculé vers une période finalement hygiéniste. Donc, c'est l'hypothèse hygiéniste d'hyperhygiène qui pourrait jouer un rôle sur la perte de diversité. Merci beaucoup, Karine. On te retrouve tout à l'heure.